Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'ISO 27005 avec trois invités. Anne Lupfer, bonjour Anne. Bonjour, merci pour l'invitation. Étienne Gérin, bonjour Étienne. Bonjour Joanne. Et Thomas Lepoitvin, bonjour Thomas. Bonjour. Pour discuter avec eux, les contributrices et les contributeurs No Limite Sécu sont Jamila Boutmer. Bonjour. Nicolas Ruff. Bonjour. Jean-Philippe Gaulier. Bonjour. Et Hervé Schauer. Bonjour. Alors, en préambule, Anne, est-ce que tu voudrais bien te présenter ? Bien sûr, donc je m'appelle Anne Hupfer, je travaille dans la sécurité de l'information depuis plus de 15 ans et je suis spécialiste en gestion des risques. Étienne ? Oui, bien sûr, je m'appelle Étienne Gérin, j'interviens en sécurité de l'information depuis un peu plus d'une vingtaine d'années et puis depuis 14 ans à peu près, je suis basé à Toulouse et j'ai créé mon cabinet de conseil il y a 3 ans maintenant. Thomas ? Thomas Lepoitvin, consultant en sécurité de l'information depuis presque 15 ans. Alors, Anne, ISO 27005, qu'est-ce que c'est ? Alors l'ISO 27005, c'est une norme de gestion des risques en sécurité de l'information qui donne donc les lignes directrices pour gérer ces risques de sécurité de l'information, c'est-à-dire qui vont impacter la confidentialité et la disponibilité des informations de l'entreprise. Alors cette norme, elle existe depuis combien de temps ? J'ai connu la création de la norme, c'était dans les années 2007, je dirais, de mémoire, et elle a subi deux ou trois révisions, puis on en est à la dernière, qui est très récente. On connaît plusieurs méthodes d'analyse de risque. On connaissait IBIOS, qui est devenu maintenant IBIOS RM en France, la FAIR, la Bowtie, la 27005. C'est quoi les différences majeures avec tout ça ? Pourquoi il y a autant de méthodes et pourquoi on devrait utiliser 27005 ou pas l'utiliser d'ailleurs ? Et il y en a beaucoup plus. Enfin, je veux dire, moi j'ai connu Marion, Mélissa, qui sont devenus Méhari et puis EBIOS. Mais dans chaque pays, on trouve tout un tas de méthodes de gestion de risque en cybersécurité. Donc oui, il y a chaque pays, chaque région a un petit peu ses méthodologies d'appréciation des risques sécurité locale. Un des gros avantages de l'ISO 27005, c'est que comme c'est une norme internationale qui a fait l'objet d'un consensus, eh bien, ça permet d'harmoniser en fait, le vocabulaire et les différentes étapes pour réaliser une appréciation des risques. Ainsi, peu importe la culture ou les préférences locales en termes de méthodologie, tout le monde peut se comprendre en parlant sur la base de l'ISO 27005. Alors justement, tu parles d'étapes sur la méthodologie. Est-ce que tu peux nous donner les grandes étapes pour réaliser une analyse de risque avec 27005 ? Alors la 27005 est alignée sur la norme ISO 31000 qui vise à décrire les activités de management du risque, donc pas seulement en sécurité de l'information. Il y a 3 grandes étapes qui reviennent, c'est premièrement identifier les risques, analyser les risques et évaluer les risques. Là, ce que tu as décrit, Thomas, sont les étapes de l'appréciation des risques. Mais dans la 27005, ça va au-delà de la partie appréciation des risques, non ? Oui, on va parler de gestion des risques. Et effectivement, dans la gestion des risques, il y a la partie appréciation des risques et aussi tout ce qui est établissement du contexte, la partie aussi communication autour des risques et la partie surveillance et réexamen, donc pour mettre à jour et améliorer en continu la gestion des risques. Mais il n'y a pas de traitement non plus, des fois ? Et également le traitement du risque. Oui. Alors, depuis le début de l'émission, on parle d'analyse de risque, traitement des risques, etc. Mais c'est quoi un risque ? De quel risque on parle ? Alors quand on parle de risque en sécurité de l'information,
En fait, la définition fixée par l'ISO, c'est la possibilité qu'une menace vienne exploiter une ou plusieurs vulnérabilités relatives à un actif et susceptibles donc de nuire à l'organisme. Mais justement, pour revenir à la question précédente sur la méthodologie, en fonction des types de risques qu'on va souhaiter identifier et maîtriser ou couvrir, on va choisir une méthodologie plutôt qu'une autre, ou en tout cas on va affiner, parce qu'on peut aussi piocher dans les différentes méthodologies pour construire sa propre méthode qui convient aux objectifs de l'entreprise et encore une fois ses capacités en termes de ressources et compétences. Alors c'est quoi les grandes familles de types de risques ? Oui, parce que moi j'avais souvenir d'avoir fait des méthodes ancestrales où effectivement on devait protéger les codes sources contre les inondations, les choses comme ça. À l'époque du ransomware, on va dire que les risques naturels sont quand même dans une autre catégorie que les risques purement informatiques qui sont déjà très très nombreux, quoi. La question est difficile parce qu'il n'existe pas un référentiel universel en termes de risque de sécurité de l'information. Il faut effectivement, on va retrouver des grands types de menaces qui vont impacter ou qui vont être fonction de certains critères. On peut penser aux risques environnementaux qu'il faut toujours prendre en compte. On peut aussi penser à des risques plutôt de cybermenaces, donc d'attaquants externes qui vont exploiter des technologies, peut-être SaaS, cloud, des points extérieurs à l'environnement. Et ça fait partie des choses que les méthodes peuvent aider à organiser parce qu'elles vont proposer des structurations, mais l'entreprise peut justement affiner son approche. Si on prend EBIOS-CRM, qui avait été cité, EBIOS-CRM va se concentrer surtout sur les menaces externes qui vont motiver des attaquants. On peut prendre d'autres méthodologies qui vont se concentrer sur des menaces plus, disons, terre à terre, qui vont être l'erreur humaine, qui vont être le tremblement de terre. Donc, c'est là la difficulté finalement dans la gestion des risques, c'est de bien cadrer son analyse, sa démarche pour viser les objectifs que l'on souhaite avec cette démarche. Ce qu'on sait à travers les différentes méthodes d'analyse de risque, c'est que là où le bas blesse, tu l'as souligné, c'est qu'il n'y a pas forcément de dictionnaire de données, hein, c'est un peu le pétrole de cette catégorie. Est-ce que le normalisateur, lorsqu'il fait 27005, se dit je vais faire une annexe où on va créer un dictionnaire avec les types de menaces, les types de vulnérabilités, les types de biens support, les types d'événements redoutés, pour permettre à tout un chacun qui ferait de l'analyse de risque d'avoir un catalogue déjà enrichi et de ne pas partir justement juste avec son imagination. Dans la dernière version 2022, il existe une annexe, l'annexe A, qui regroupe un certain nombre d'annexes qu'on trouvait dans les versions précédentes, hein, et ces annexes listent notamment des exemples d'échelles, de conséquences, des échelles de vraisemblance, mais aussi des typologies de menaces, des typologies de sources de risque, des objectifs visés pour caractériser la source de risque, des vulnérabilités aussi qui peuvent être utilisées pour identifier les problématiques qu'on peut trouver sur un système d'information. Mais c'est aussi une bonne pratique dans l'entreprise de construire son propre catalogue de menaces, de vulnérabilités et d'une manière générale de risques. Ça permet de ne pas réinventer la roue à chaque fois, ça permet de réitérer sur les risques identifiés précédemment et ensuite, du coup, de le reconstruire de l'ajuster en fonction des événements. Et donc, on peut partir des méthodes existantes pour le construire. Oui, mais ça, c'est un vœu pieux, parce que, ou un vœu de grande entreprise ou de grande structure. Imagine, tu veux faire une analyse de risque dans une PME. La PME, elle vend du fromage. Elle va pas passer 6 mois à construire un référentiel de risque. Oui, mais enfin, déjà, la PME, elle fait pas une gestion de risque. Enfin, je veux dire, elle prend le guide d'hygiène
Enfin, je veux dire, il faut pas oublier que les gens qui en sont à faire de l'appréciation des risques, ils ont déjà un minimum de maturité. On a dit tout à l'heure que on faisait une appréciation des risques parce qu'on a une approche 27001 par les risques. On a dit aussi qu'on pouvait utiliser une appréciation des risques pour savoir quoi faire. Mais on est tous d'accord que le simple fait d'avoir une approche par les risques, c'est déjà que on a une maturité en matière de cybersécurité qui est très au-dessus de la moyenne. D'ailleurs, à part l'ISO 27001 et la mise en œuvre d'un SMSI, est-ce qu'il y a d'autres usages de l'ISO 27005 ? Ça peut être utilisé pour de nombreuses raisons et la première des raisons que moi je vois, c'est l'objectif d'optimiser les frais, optimiser les coûts, identifier les axes prioritaires pour sécuriser le système d'information et répondre aux enjeux de l'organisme. Alors on a dit il y a une nouvelle version 2022. Alors pour les auditeurs qui connaissaient la version un peu historique, parce que même s'il y a eu plusieurs mises à jour, c'était plus des corrections qu'autre chose. Alors, qu'est-ce qui a changé dans cette version 2022 par rapport aux versions précédentes ? Il y a énormément de petits changements. Et ma conclusion de l'analyse que j'ai faite de cette version, c'est qu'elle est très pragmatique et qu'elle répond à des problématiques qu'on pouvait rencontrer sur le terrain. Justement, choisir une approche peut-être plutôt stratégique ou plutôt opérationnelle en fonction de la situation qu'on rencontre. Il y a des changements aussi de vocabulaire avec un nouveau terme qui est le goût du risque, plutôt que appétence au risque, qui doit probablement mieux parler. Et il y a d'autres changements. Est-ce qu'il y a l'amour du risque ? Il n'y a pas l'amour du risque. Exactement. Dans les référentiels... Mais c'est pas bête, hein. C'est pas bête comme question, parce qu'il y a vraiment des gens qui aiment prendre des risques. Dans les référentiels qu'on trouve auprès de l'ANSSI, que ce soit Secnum Cloud ou d'autres, on sait qu'il y a des règlements européens qui vont pousser vers ce genre de certification. Ce qui est poussé, bien sûr, par l'agence en France, c'est leur méthode, EBIOS-RM. Comment on choisit entre une EBIOS-RM aujourd'hui, qui va probablement être obligatoire pour les gens soumis à NIS 2, pour les gens soumis à DORA, versus 27005 qui semble être un peu plus adaptable. Comment, moi, dans mon entreprise, je me dis, je vais prendre une FAIR, une Bowtie, une Méhari, une 27005, je prends un dé à plusieurs faces et j'attribue chacun. Vous pouvez faire ça, mais c'est peut-être pas l'option la plus intéressante. En fait, ce qui est intéressant, c'est de choisir une méthode qui est appropriée aux enjeux de votre organisme et à votre manière de raisonner et de prendre des décisions. Quand on parle d'enjeux de l'organisme, vous en avez parlé juste avant. En fait, il peut y avoir des contraintes réglementaires qui pèsent sur l'organisme et qui imposent le choix d'une méthode. Il peut y avoir aussi un contexte stratégique, un contexte géopolitique, un contexte de client qui aussi va orienter le choix d'une méthode par rapport à une autre. Il y a quand même des équivalences entre les méthodes, c'est-à-dire si j'ai commencé avec l'ISO 27005, je peux facilement faire de l'EBIOS-RM derrière, ou il faut que je reparte de zéro ? Est-ce que toutes les méthodes finalement dérivent d'un tronc commun, un peu comme tous les langages de programmation se rangent dans des grandes catégories, le fonctionnel, l'impératif, etc. Oui. Il y a bien un tronc commun à la plupart des méthodes, mais la plupart des méthodes aussi ont des approches spécifiques. En l'occurrence, si on parle de 27005 et des BIOS-RM, il faut aussi parler de la version de 27005. Est-ce qu'on est en train de parler de la version 2018 ou la version 2022 et puisque la version des BIOS-RM date de 2018. Et donc, il y a des incohérences entre chacune de ces versions.
entre chacune de ces méthodes. Et en même temps, il y a des points communs. On parle d'études du contexte, on parle d'appréciation des risques, et on parle de traitement des risques aussi. En revanche, on peut avoir des approches différentes. L'approche qu'on trouve dans 27005 est une approche assez large et qui permet ensuite d'être compatible ou de rendre compatible beaucoup de méthodes à 27005. Par contre, deux méthodes ne sont pas obligatoirement compatibles. Par exemple, entre EBIOS 2010, EBIOS RM, CRAM, toutes ces méthodes ne sont pas directement compatibles. Mais c'est des méthodes qui peuvent cohabiter et qu'il va falloir choisir en fonction de ce qu'on veut adresser comme risque. Et le grand enjeu de la gestion des risques, c'est de choisir des méthodologies qui vont être adaptées à chaque niveau pour justement faire remonter les risques à un niveau, disons, stratégique pour aider à la prise de décision. On peut avoir une méthodologie de gestion de risque, de sécurité d'information dans les projets. On peut l'avoir, par exemple, pour un SMSI, et on peut aussi avoir une gestion de risque stratégique qui va aller au-delà d'un SMSI, qui peut avoir un périmètre plus grand que juste un processus ou une activité. Le SMSI n'est pas forcément à isopérimètre de l'entreprise. Et donc, la 27005, elle va permettre de poser un cadre et d'aider, de favoriser la cohabitation de ces différentes méthodologies. Jamila, tu voulais réagir ? Oui, alors pardon, parce que je ne suis pas experte de la 27005 ni de tout autre standard d'ailleurs, et j'ai beaucoup de mal à me représenter quelles sont les différences par rapport à tout ce que l'on vient de dire. Est-ce que vous pourriez nous donner un cas concret où la question s'est posée pour vous d'employer tel ou tel autre standard et qu'est-ce qui a justifié que la 27005 soit utilisée sans donner de nom ou autre, mais quelque chose d'un peu plus spécifique peut-être? Personnellement, lorsque j'ai pour mission de réaliser une appréciation des risques sécurité, souvent je vais demander en fait au client directement s'il a une sensibilité particulière, une préférence pour une méthodologie d'appréciation des risques sécurité. Je pense que n'importe quelle méthodologie d'appréciation des risques sécurité peut faire l'objet d'adaptations pour répondre à ses propres besoins. Mais historiquement, certaines méthodologies étaient vues comme la 27005 lorsqu'elle est sortie en 2008 était pour faire une appréciation des risques dans le cadre de la mise en place d'un SMSI conforme 27001. Et donc, par extension, réaliser une appréciation des risques sur un système déjà existant. EBIOS V2, à l'époque, de par notamment l'absence d'identification des mesures de sécurité existantes, était vu comme à réaliser dans le cadre d'une homologation d'un système ou à faire dans le cadre d'un projet, donc sur un système d'information qui est en cours de design, pas encore existant. Et ça, c'est un peu collé, je pense, à la peau aussi de l'EBIOS, notamment EBIOS 2010, qui s'est aligné sur la 27005 et qui pouvait très bien être réalisé sur des systèmes déjà existants. Mais EBIOS a toujours eu cette distinction claire entre atelier avec le métier et atelier technique. Et ça se prête très bien en fait au projet. Donc personnellement, j'ai vu beaucoup d'EBIOS sur des appréciations des risques dans le cadre de projets. C'est un exemple d'un projet où on a choisi de combiner deux approches. Une approche vraiment très fine sur les menaces, donc qui rejoint ces approches par atelier opérationnel, qui permet de définir finement les mesures de sécurité qu'il faut mettre en œuvre. Et puis une approche plus haut niveau où on va adresser plutôt les risques stratégiques pour aider la direction à prendre des grandes décisions, notamment des fonctionnalités à mettre en œuvre ou non, des services à offrir et à prioriser avec un effort de sécurisation derrière. Donc là, concrètement, on va combiner deux approches pour répondre à deux besoins. Un besoin opérationnel de sécurisation des données du système dans sa globalité et un besoin de pilotage pour décider les priorités et les services qui vont être déployés avec cette nouvelle solution.
Moi, je suis un petit peu embêté par le fait qu'on dise que l'analyse de risque, finalement, soit réservée aux grands, que tout soit adaptable, que chacun fait un peu comme il veut, que ça me semble peut-être un peu trop facile et un peu trop... parce qu'on a les moyens, on peut prendre le temps de réfléchir. Alors que il y a quand même beaucoup de startups qui valent un paquet d'argent, qui n'ont jamais eu d'analyse de risque et qui sont pas pléthores en termes de people, qui ont 50, 100 personnes et qui vont devoir être confrontés à ça. Du coup, c'est quoi le mieux? C'est prendre un consultant extérieur qui va venir avec la méthodo, qui va la choisir pour vous, va l'appliquer, va vous tirer les verres du nez, va confronter ça à un ensemble de risques et d'événements redoutés connus pour essayer d'arriver au plus près. Et deuxième partie de la question, comment on sait qu'on loupe rien dans les risques? Parce que c'est quand même un gros problème de l'analyse de risque, c'est d'avoir loupé l'éléphant qui était dans le magasin de porcelaine. Et pour la première partie de ta question, tu dis oui, alors c'est pas pour les PME. Enfin, tu dis start-up de 100 personnes qui a engrangé des investisseurs. Ben justement, une start-up de 100 personnes qui a engrangé des investisseurs et qui développe des logiciels, une innovation ou quoi que ce soit dans lequel c'est le cœur du sujet d'intégrer la cybersécurité, elle a absolument mais tous les moyens d'avoir une approche par les risques. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui doit acquérir le plus vite possible la maturité pour avoir une approche par les risques. Je ne faisais que reprendre le propos de tout à l'heure, de dire c'est pas pour les petites sociétés. Oui, alors il y a les petites sociétés, tu avais pris l'exemple du, je sais plus, du fabricant de fromage, mais moi j'ai plein de start-up en tête qui devraient bien avoir une approche par les risques, et d'ailleurs il y en a plein qui en ont. Après, est-ce qu'il faut prendre un consultant? Je laisse les invités répondre. Pardon de défendre mon fabricant de fromage, mais il a des brevets, il a un système d'information, il a un système OT, tu vois, c'est... Dans ce cas-là, il a les moyens. Je ne sais pas s'il a les moyens, mais c'est une PME, donc je maintiens. C'est pas une question de taille d'entreprise de faire de la gestion des risques ou pas. C'est une question de qu'est-ce qui a de la valeur et qu'est-ce qu'il faut le protéger et à quel point je suis dépendant de mon système d'information et est-ce qu'il est ouvert ou pas ouvert sur le reste du monde. Une industrie qui a une chaîne de production qui tourne toute seule sans aucune connexion au monde extérieur, elle ne va pas être confrontée au même risque qu'une entreprise qui a sa chaîne de production, qui s'est connectée avec le système d'information métier, l'AD et autres joyeusetés informatiques et qui risque d'être contaminée. Donc la taille et les moyens, c'est vraiment plus une question aujourd'hui. Il y a eu énormément de PME et TPE là, qui ont été attaquées. Peut-être que si elles avaient mis, alors ce qui avait été dit précédemment, c'est qu'effectivement, avant de faire de la gestion des risques, il faut déjà déployer un minimum de sécurité. Pour ça, on a le guide d'hygiène, on a d'autres standards qui permettent d'aider. Mais quand on a fait le minimum, il faut après se poser la question de qu'est-ce qu'on fait de plus. Et c'est pas une question de taille. Non, effectivement, c'est pas une question de taille, quelle que soit la taille de l'entreprise, même dans une petite structure, même dans un cabinet, un organisme de formation de 2 personnes, un cabinet de conseil de 5 personnes, des TPE, en fait, nos décisions sont prises via le prisme risque et opportunité. Ici, on est en train de parler de 27005, on est en train de parler des risques en sécurité de l'information, et qui concerne aussi la vie privée, d'après le titre de la version 2022. Mais cette norme 27005, elle est compatible ISO 31000. ISO 31000, c'est le standard international en gestion des risques et des opportunités dans l'entreprise. Et en fait, toutes les décisions qu'on prend, elles sont intimement liées aux enjeux de l'entreprise. Et quand on est conscient d'un risque qui pèse sur notre organisme, on va se poser la question, est-ce que ce risque, on est prêt à l'accepter
Ou plutôt, est-ce qu'on est prêt à accepter les conséquences si la situation arrive? Si on n'est pas prêt à l'accepter, à ce moment-là, on va mettre naturellement des moyens en œuvre pour couvrir le risque. Et ça dépend pas de la taille de l'entreprise. Ça dépend simplement de la conscience qu'on peut être face à un risque. Alors, face à un risque, justement, quelles sont les alternatives? Je peux essayer de le réduire, donc le remédier. Est-ce que je peux le transférer? Est-ce que je peux l'accepter? Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur tout ça? Ce qui est intéressant dans la version 2022, c'est que on a élargi les options de traitement des risques. On parle plus de maintien du risque, maintenant on parle de prise de risque fondée sur une décision argumentée. Donc ça veut bien dire que en fait, il faut bien être conscient du risque, conscient des impacts, des conséquences si la situation arrive, conscient aussi que qu'on ne veut pas mettre en place de mesures particulières pour modifier le risque. Avant, on appelait réduction, et maintenant, on parle de modification de la vraisemblance ou des conséquences. Et puis, ça doit être argumenté et ça doit être tracé aussi. La notion de propriétaire du risque est parfaitement définie dans le standard et donc, c'est bien le propriétaire du risque qui doit prendre le risque associé et tracer cette décision. On a aussi des aspects dans la version 2022 qui imposent beaucoup plus cette notion de traçabilité et de preuve de prise de décision. Je reviens sur les autres options qu'on peut maintenant trouver dans le risque. On en a parlé tout à l'heure, le partage du risque avec une ou plusieurs autres parties, la modification de la vraisemblance ou des conséquences. On peut aussi vouloir éliminer la source de risque. Ça peut arriver dans certains cas. On peut vouloir aussi refuser le risque, et donc si c'est une situation, si on va se retrouver dans une situation totalement inacceptable, où on sait que quoi qu'il se passe, l'organisme ne pourra jamais s'en remettre, à ce moment-là, on doit pouvoir refuser le risque. Et puis, on a la notion maintenant de prise ou d'augmentation d'un risque afin de se saisir d'une opportunité. Ça aussi, c'est intéressant. Ça veut dire qu'en fait, avec la nouvelle version, on va être capable de réfléchir à des mesures de sécurité qui sont, par exemple, déjà mises en place et qui sont trop coûteuses par rapport à l'effet bénéfique de réduction du risque associé. Et donc, on peut réfléchir à les enlever ou à réduire la portée de ces mesures de sécurité pour que ça coûte moins cher, mais que le résultat est quand même au niveau attendu, avec une prise de risque qui reste acceptable, avec une décision argumentée. C'est intéressant ça, parce que je connais un CAC 40 qui fait bosser 40 consultants en gestion de risque. Et ben finalement, avec une bonne appréciation des risques, il découvrirait qu'il aurait un résultat tout aussi acceptable avec beaucoup moins de consultants. Qu'est-ce que vous en pensez? Le nombre de consultants ne fait pas la pertinence des appréciations des risques. Alors, tout à l'heure, tu parlais de refuser le risque. Concrètement, comment est-ce que tu peux illustrer ça? Alors d'abord, je vais volontairement prendre un cas qui n'est pas lié à la cyber, peut-être que ça parlera. Je suis une entreprise qui travaille à l'export énormément et je suis sollicité pour aller travailler dans un pays en guerre. Je travaille déjà avec ce pays, mais à distance. Et là, en fait, on est en train de me dire que les commerciaux ont signé un contrat pour dire, eh bien, on va faire intervenir des personnes directement dans le pays en guerre. Est-ce que je suis prêt à accepter le risque, à prendre le risque, pardon? Est-ce que je suis prêt à prendre le risque d'avoir des collaborateurs qui vont se faire kidnapper ou qui peuvent se faire tuer? Et donc là, dans cette situation, je peux dire non, ce risque est en permanence inacceptable, quoi qu'il se passe, quelles que soient les mesures de sécurité que je mets en place. Je les fais intervenir avec des militaires ou des gardes, je leur mets des gilets pare-balles, des casques, etc. Quoi qu'il se passe,
s'il y a un kidnapping ou un décès, je me retrouverai dans une situation inacceptable. Et dans ce cas-là, je refuse les risques en refusant de démarrer l'activité, en refusant de faire le contrat en question. Et dans le film, ils disent beaucoup d'entre vous vont mourir, mais c'est un risque que je suis prêt à prendre, non? Alors, tu refuses le risque, mais en fait, la situation ne va pas se produire. Donc, tu supprimes l'événement redouté et du coup le risque. Exactement. Donc là, ça veut dire que potentiellement, je vais refaire une itération de l'appréciation des risques, puisqu'il y a un changement de contexte. Il y a un changement des données d'entrée sur l'appréciation des risques. On n'a plus les mêmes objectifs, on n'a plus les mêmes services qui peuvent être fournis par l'organisme. Ok, qui souhaiterait apporter le mot de la fin? Si on parle de la norme 2022, de la version 2022 de la norme 27005, hein, en fait, on a parlé de quelques modifications par rapport à la version 2018. On peut refaire un petit tour. Et d'une part, en fait, il y a eu un gros travail entre les deux versions pour aligner la norme 27005 à la norme 27001 version 2022, mais aussi à 31 000. Donc ça permet d'avoir un lien très fort entre un système de management de la sécurité de l'information et la gestion des risques en entreprise, quels que soient les risques. Ensuite, ce qui est aussi très intéressant dans cette norme, c'est que maintenant, elle est autosuffisante dans une certaine mesure, puisque on a un vocabulaire qui est défini à l'intérieur. En passant, dans ce vocabulaire, dans ce glossaire, on ne définit pas la notion de méthode. On peut trouver des débats d'experts sur le fait que 27005 est-elle une méthode ou non. Mais comme de toute façon cette définition n'est pas fournie, il n'y a pas trop de questions à se poser. Enfin, la définition, elle est dans le dictionnaire. Hein. Oui, enfin, on n'a pas besoin de redéfinir des mots du vocabulaire courant dans les normes ISO. C'est vrai, pourtant c'est le cas. D'ailleurs, le fait d'enlever certains détails qui autrefois étaient dans le corps de la norme pour les mettre en annexe de cette version 2022 risque, à mon sens, d'alimenter encore ce débat. Il y a quelques notions qui sont supplémentaires et qui ont été introduites plus précisément. On en a parlé tout à l'heure sur la notion de goût du risque. On a aussi deux types d'approche de risque, hein, soit basée sur les événements ou basée sur les biens. Donc ça, c'est encore une autre notion qui avait été qui n'avait pas été abordée de cette manière-là dans les versions précédentes. Et puis ensuite, on a vu, et d'ailleurs on a vu un lien entre EBIOS Risk Manager version 2018 et cette nouvelle version de la 27005. On a un certain nombre de mots, de notions qui maintenant adoptent ou peuvent adopter les mêmes termes entre la version 27005 2022 et EBIOS RM. Pour autant, ça ne veut pas dire que tout est compatible. Alors depuis la première version de la 27005 en 2008, c'était en annexe, donc c'est passé peut-être un peu inaperçu, mais il y avait une annexe E qui parlait de faire des appréciations des risques dites haut niveau et faire des appréciations des risques de manière un peu plus détaillée. Donc c'est effectivement ce qu'on retrouve maintenant dans le corps de la norme avec cette approche basée sur les événements et une approche basée sur les biens. Sauf que là, on est un peu plus précis en fait au sujet de ces deux approches et on se rend compte que notamment l'approche par les événements rejoint complètement ce qu'on fait dans EBIOS 2018 avec les scénarios stratégiques. Bien, donc s'il y a besoin de conclure, il
le sujet du podcast était lié à la norme 27005, mais en fait, on a parlé plus globalement de gestion des risques liés à la sécurité de l'information. On a parlé aussi de différentes méthodes. On a parlé aussi de différents usages de la norme 27005 ou des autres méthodes. Et c'est ça ce qui est intéressant, c'est que en fait, en fonction du contexte, en fonction de nos manières de fonctionner, on peut utiliser une méthode ou une autre ou plusieurs en fonction des besoins, et ça, quelle que soit la taille de l'entreprise. Thomas, Étienne, Anne, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci aux contributrices et aux contributeurs. Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir.